Pour ouvrir cette première table ronde sur le changement des pratiques à la suite de la création du référé, je voudrais commencer par évoquer un mauvais souvenir, mais un mauvais souvenir qui, je crois, avec le recul du temps, s'avère être plutôt, peut-être, un bon souvenir. Ce mauvais souvenir, c'est une décision du tribunal des conflits du 12 mai 1997 dans une affaire préfet de police de Paris contre société Baume & Co. L'histoire était la suivante. Les autorités portuaires d'un port français avaient empêché deux ressortissants marocains de descendre d'un bateau parce qu'ils étaient en situation irrégulière, ils ne disposaient pas de titres suffisants pour pénétrer sur le territoire français, mais au lieu de les placer en zone d'attente, ils les avaient consignés à bord. Et ces deux ressortissants marocains et la société Baume & Co avaient saisi le juge des référés judiciaires en lui demandant d'enjoindre à l'administration de laisser descendre ces deux ressortissants marocains, de les laisser descendre du bateau, quitte à les placer en zone d'attente. Et ils avaient invoqué l'existence d'une voie de fait. Le préfet de police avait élevé le conflit, le tribunal avait été saisi, et il y a eu partage des voix entre les magistrats judiciaires et les magistrats administratifs qui siégeaient à l'époque dans cette affaire. Le garde des Sceaux, Jacques Toubon, est venu départager et le tribunal des conflits a statué en faveur de la compétence administrative. Et l'un des magistrats du tribunal des conflits, un magistrat judiciaire, M. Pierre Sargos, a démissionné en signe de protestation contre cette décision et contre le départage, l'intervention du garde des Sceaux. Sur le moment, c'était évidemment un moment pénible et désagréable. La violence du conflit qui opposait la juridiction administrative et la juridiction judiciaire était évidemment pénible et désagréable pour tous ceux qui préfèrent le dialogue des juges à la guerre des juges et qui sont attachés à la culture juridique française. Mais avec le recul, ça n'est peut-être pas un si mauvais souvenir que ça. Pourquoi ? Parce que parmi les magistrats administratifs qui siégeaient au sein du tribunal des conflits, il y avait un magistrat qui s'appelait Daniel Labetoul. Il s'appelle toujours comme ça, d'ailleurs. Le président Labetoul a défendu la compétence administrative parce qu'il n'y avait pas de voie de fait, c'était logique, mais je crois qu'il a été sensible aux arguments en faveur de la compétence judiciaire qui étaient fondés essentiellement sur des raisons pratiques, sur le fait que le juge judiciaire était en capacité, par le référé judiciaire, de traiter rapidement ce type de difficultés. Et il y avait urgence, puisque le bateau était dans le port français, mais le bateau allait partir, donc il fallait statuer très vite. Alors que le juge administratif avait moins cette culture de l'urgence et n'avait peut-être pas les outils lui permettant de trancher ce type de difficultés dans des délais utiles. Cette opinion, il l'a manifestement partagée avec le vice-président du Conseil d'État, le président Renaud Denoy de Saint-Marc, qui a pris une lettre de mission et nommé un groupe de travail pour réfléchir sur cette question. Groupe de travail dont je ne résiste quand même pas au plaisir de vous lire les noms des membres qui sont prestigieux, puisqu'il s'agissait des présidents et présidentes Labetoul, Latournerie, Aubin, Abraham, Friedman, Arriguide Casanova, Stahl et Fombeur, accompagnés par deux professeurs d'université qui étaient René Chaput et Bernard Pacteau, et des présidents, des membres éminents des tribunaux administratifs et des cours, les présidents Anton, Lopez, Mindu, Jouglet. Ce groupe de travail a travaillé, c'était la mission qui lui avait été donnée par le vice-président, et a adopté un rapport proposant la réforme des référés, et une réforme, on doit le dire, assez fidèle à ce qu'a été la loi du 30 juin 2000, ou plus exactement, c'est la loi du 30 juin 2000 qui a été assez fidèle à ce que proposait le rapport. Et ce rapport finissait par une phrase profondément juste qui consistait à dire que changer les textes, c'était très bien, mais que ça ne suffisait pas. On peut changer les textes, si la culture ne change pas, ça n'a en réalité pas beaucoup de conséquences pratiques. Les textes n'ont pas beaucoup de conséquences pratiques. Donc le rapport appelait à un véritable changement de culture chez le juge administratif.
changement de culture qui, le président Lasserre nous l'a rappelé, a eu lieu. Mais ce changement de culture ne concernait pas que le juge administratif. Il concernait toutes les parties prenantes au procès administratif. Il concernait les demandeurs, les défendeurs, les avocats, l'administration, tous ceux qui concourent au déroulement du procès administratif. C'était donc les années 2000-2001. J'étais un jeune avocat au Conseil, je venais de prêter serment en 1999. La présidente de mon ordre s'appelait Elisabeth Baraduc, elle s'appelle toujours comme ça d'ailleurs, et elle se trouvait aux commandes de notre ordre quand la bascule s'est faite au 1er janvier 2001. Elle va nous dire dans quelques instants comment cela s'est passé et les changements profonds que cela a entraîné dans notre pratique à nous, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Mais notre vision ne suffit pas, car la bascule concernait toutes les juridictions administratives, pas simplement le Conseil d'État, mais aussi les tribunaux administratifs et les cours. Il fallait donc qu'intervienne à cette table ronde une représentante des avocats du fond, des avocats qui plaident devant ces juridictions du fond, et c'est ma consoeur Valérie Brossier, docteur en droit, avocate à la Cour d'appel de Poitiers, qui va venir partager avec nous son expérience d'avocate devant les juridictions du fond. Et enfin, cette table ronde n'aurait pas été complète sans avoir aussi la vision de l'administration, car l'administration est une partie prenante essentielle au débat de référé. Et j'ai donc à ma droite le plaisir d'avoir Madame Pascale L'Église, magistrate administrative, mais qui travaille depuis 2010 au ministère de l'Intérieur et qui représente et défend le ministère de l'Intérieur dans beaucoup d'audiences de référé concernant les décisions prises par ce ministère. Donc cette table ronde s'annonce tout à fait passionnante et sans plus tarder, je donne la parole à Madame la Présidente Elisabeth Baraduc. Merci, Monsieur le Président. Alors, tout anniversaire, même un tout petit peu anticipé, invite à regarder en arrière. Je vous propose donc de nous placer au 1er janvier 2001. La loi du 30 juin 2000 entre en vigueur. Elle sera appliquée aux requêtes qui seront déposées postérieurement au 24 novembre 2001, puisqu'il y a eu un décret qui a été pris en application de cette loi. Alors évidemment, et le vice-président vous l'a rappelé tout à l'heure, les référés ne sont pas nés de la loi du 30 juin 2000. Alors d'où vient que cette loi, même encore aujourd'hui, est vécue comme ayant caractérisé un bouleversement majeur des pratiques du contentieux administratif? Je crois qu'il faut y voir 3 raisons. La première raison, c'est que cette loi a confié aux justiciables des outils nouveaux, des voies de droit nouvelles, rapides et facilement mobilisables pour obtenir satisfaction. La deuxième raison qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette loi a aussi mis le juge des référés à même de remplir, de faire face à sa mission. Et le vice-président vous a rappelé tout à l'heure que c'était pour les juridictions administratives, et pour y compris le Conseil d'État, un véritable enjeu compte tenu de l'augmentation de ces procédures de référé. Mais la troisième raison, qui pour moi est majeure, de voir dans cette loi un véritable bouleversement, c'est le fait qu'elle fait de l'audience le point fort du procès. Et ça, c'est très nouveau dans le contentieux administratif, en tout cas pour des gens de ma génération qui ont toujours vécu dans l'idée que toute la procédure était écrite. Alors, les justiciables que nous avons vus arriver dans nos cabinets à partir de 2001, en fait, c'est assez intéressant de voir, d'une part, qu'ils ont perçu cette loi comme étant conçue dans leur propre intérêt. Et la deuxième chose qui me frappe avec du recul, c'est que les questions qu'on nous pose depuis 20 ans sont toujours les mêmes, les questions que nous pose le justiciable. Alors, en tant qu'avocat, que nous soyons avocats au Conseil d'État ou avocats au barreau, nous avons 2 missions. Nous avons la mission d'abord de conseiller
le client qui est devant nous et nous avons ensuite la mission de le représenter. Alors, dans notre mission de conseil, les choses n'ont pas été très faciles au début. Les fondations de la maison étaient posées grâce à l'artisan du groupe de travail dont chacun a parlé tout à l'heure, mais une fois les fondations posées, il a fallu que le même architecte construise les différents niveaux de la maison. C'est la jurisprudence qui a progressivement fixé les règles et les départs entre ces différents référés d'urgence. Je ne vous parlerai ici que du référé liberté et du de référé suspension, qui sont vraiment les deux mesures phares. Alors, les justiciables, je vous le disais tout à l'heure, nous posent des questions que j'ai pu regrouper en 5, que je vais très brièvement aborder, parce qu'il faudra que vous me disiez, Louis, quand... voilà. La première question, quelle procédure choisir? Ça, en général, c'est la première qui arrive à peine le client est assis dans notre bureau. Que demander au juge des référés? Qui va me juger? Une question qui est très fréquente. Quels effets attendre de la mesure de référé? Et enfin, que se passe-t-il si je perds? Alors, j'aborderai ces questions brièvement dans 2 temps de mon propos, d'une part conseiller et d'autre part assister. Alors, quelle procédure choisir? Ce qui est certain, c'est que les premières années d'entrée en vigueur de la réforme, tous les justiciables se sont précipités vers le référé liberté. C'était effectivement la mesure phare de la loi du 30 juin 2000, et il faut reconnaître aussi que la rédaction même du texte incite tout de même le justiciable à se tourner vers ça. Ce que le justiciable voit, c'est qu'il n'a pas besoin d'avocat. Une liberté fondamentale, il se dit, ça, j'arriverai bien à la trouver. Et surtout, il voit que le juge statue dans les 48 heures. Donc, il faut reconnaître que c'est tout de même assez tentant. Je pense que nous avons eu tous à cœur d'informer les justiciables que le référé liberté était une procédure exceptionnelle qui ne pouvait correspondre qu'à des situations exceptionnelles. Notamment, ce caractère exceptionnel est marqué, à mon sens, par l'exigence de démontrer non seulement une urgence, mais une urgence à obtenir une mesure dans les 48 heures. C'est tout de même, je ne dis pas relativement rare, mais c'est tout de même une catégorie d'urgence très spécifique. La question de la liberté fondamentale est quand même beaucoup moins simple qu'il n'y paraît. J'ai souvenir d'un client que j'ai eu beaucoup de mal à dissuader de faire un référé liberté qui brandissait comme un étendard le principe d'égalité. Ce n'était pas très simple de lui faire comprendre que les libertés fondamentales, au sens de 521.2, sont définies de façon autonome, que certes la Constitution est une source importante, mais pas la seule, et que le principe d'égalité n'est pas aujourd'hui, à moins qu'il y ait eu un revirement, au nombre des libertés fondamentales. Ce n'est pas les seuls écueils du référé liberté. Il faut démontrer une atteinte grave. Une atteinte grave, c'est une atteinte qui affecte de façon substantielle la situation du débiteur, mais surtout, cette atteinte doit être manifestement illégale, ce qui veut dire qu'il faut une illégalité qui, si vous me permettez l'expression, saute aux yeux. Ce qui veut dire que toute illégalité ne peut pas donner lieu à un référé liberté. Alors, ça n'est pas que nous dissuadions systématiquement nos clients de s'orienter vers le référé liberté. L'état d'urgence et la loi qui l'a suivi ont entraîné plusieurs procédures de ce type, mais pour ma part, sauf lorsqu'on m'apporte une décision de l'administration qui heurte frontalement une liberté fondamentale, j'oriente plutôt mon client vers le référé suspension. Le référé suspension, je lui explique qu'il a simplement pour objet de préserver l'intérêt du jugement au fond,
et donc de préserver les faits utiles. Bon, je n'aborde pas les différences importantes du référé suspension par rapport au sursis exécution, ni l'abandon de la jurisprudence Amoros. Ce qu'il y a de sûr, c'est que aujourd'hui, le référé suspension peut concerner des décisions négatives, et je pense que c'est souvent le cas. Ces demandes de suspension peuvent, et nous devons le conseiller, dans l'orientation de la demande, s'accompagner de demandes d'injonction, soit une injonction pour que l'administration réexamine, soit au besoin pour que l'administration prenne une décision dans un sens déterminé. Quant aux doutes sérieux, ça, les clients comprennent assez bien qu'on n'a pas besoin de démontrer le bien fondé du moyen, mais simplement faire surgir une incertitude sur la légalité de la décision. Donc, j'observe d'ailleurs que si on prend le guide des référés administratifs, il y a beaucoup plus de référés suspension que de référés liberté. Donc, voilà, sur le référé mesure utile, qui est prévu par l'article L521.3, je ne vous en parlerai pas beaucoup parce que je n'ai jamais eu l'occasion de conseiller cette procédure, sauf dans deux hypothèses. La première hypothèse, c'était le cas d'une collectivité publique qui cherchait à faire expulser des occupants du domaine public sur son territoire. Et la deuxième hypothèse, c'était le cas où un client avait impérativement besoin de la transmission de documents détenus par l'administration pour exercer un recours qui expirait 15 jours plus tard. En fait, voilà, moi, pour ma part, le référé mesure utile, mais je pense que Madame L'Église va nous expliquer que le référé mesure utile martyrise l'administration. C'est une procédure subsidiaire, donc pour ma part, je les peux utiliser. Alors, que demander au juge des référés? Ça, je vous l'ai rappelé, essentiellement le pouvoir de prononcer une injonction. Pour le référé liberté, c'est toute mesure de sauvegarde, donc c'est extrêmement large. Mais pour le référé suspension, le texte indique comme seul pouvoir du juge de suspendre. Mais la jurisprudence ayant prévu des procédures d'injonction, au besoin pour prendre une décision dans un sens déterminé, c'est évidemment beaucoup plus large. Qui va me juger, me demande-t-on? Je réponds, en principe, un juge unique, sauf dans l'hypothèse où ce juge unique déciderait de renvoyer une formation collégiale, et sauf si il est prévu, une loi de 2016 prévoit la possibilité de renvoyer à une formation collégiale de référé. Mais quand on me demande qui va me juger, ce n'est pas tellement à ça que pense la personne que j'ai en face de moi. Il me demande, en réalité, est-ce que le juge des référés qui va me juger va pouvoir statuer au fond? Ça, c'est une question qui nous est posée, mais alors je pense que mes confrères pourront en témoigner de façon très, très fréquente. Alors, nous lui répondons l'avis rendu par le Conseil d'État dans l'affaire de la commune de Rogerville, c'est bien ça, où le Conseil d'État a posé, qui est de 2004, je crois, où le Conseil d'État a posé le principe selon lequel, eu égard à l'office du juge des référés, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas d'obstacle à ce que le juge des référés statue sur le juge en titre de juge du fond, mais toujours dans l'avis de 2004, il y a une réserve importante, sauf dans l'hypothèse où le contenu de l'ordonnance de référé démontrerait un préjugé au fond. Donc, je pense que d'une façon générale, les juridictions, si elles le peuvent, essayent d'éviter que le juge des référés statue à nouveau. C'est très difficile d'expliquer au justiciable que quand il a subi une suspension et que le même juge va juger
la légalité de la décision que son adversaire attaque, c'est quand même très difficile de lui dire que le juge est impartial. Quels effets attendent des mesures ordonnées? En principe, un effet provisoire, mais le vice-président vous a rappelé que, notamment en matière de référé-liberté, il arrive que le provisoire dure parce qu'il n'y a plus rien à juger. Quand vous avez interdit le spectacle de Dieudonné qui se tenait le soir même, il ne reste plus rien à juger. En matière de référé-suspension, je pense qu'il nous appartient de prévenir le justiciable du caractère provisoire. Parce que supposez que vous obteniez pour lui une décision positive. On obtient la suspension d'une décision qui lui refuse un avantage et une injonction de lui accorder ce qu'il demande, un permis de construire ou un avantage. Bon. Il faut lui expliquer que cette décision n'est que provisoire et que rien n'empêchera ensuite le juge du fond de supprimer l'avantage qu'il a reçu à titre provisoire. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à expliquer. Heureusement, c'est rare que quand il y a une suspension d'une décision, que finalement, elle ne soit pas annulée, mais ça arrive. Donc, le caractère provisoire est, à mon avis, important à souligner. Et si je perds en référé, indépendamment des voies de recours qu'on verra, je pense, cet après-midi, je voudrais signaler un texte qui est complètement méconnu et sous-exploité, qui est l'article L521-4. Quand un justiciable vient me voir en me disant « j'ai perdu mon référé suspension sur le défaut d'urgence, mais regardez, maître, j'ai des tas d'éléments nouveaux », je lui ai dit « je ne peux pas faire valoir ces éléments nouveaux devant le Conseil d'État, mais retournez voir votre juge des référés ». C'est très difficile de les convaincre. Leur réponse est « on m'a jugé une fois, pourquoi est-ce qu'on changerait d'avis ?» Mais je trouve qu'il est de notre rôle de privilégier et de mettre en lumière cette possibilité plutôt qu'un pourvoi qui est manifestement voué à l'échec. Alors j'aborde la dernière partie de mon propos, comment défendre le justiciable. Là, je ne vous parlerai que de ce que je connais, de ce qui se passe dans cette maison, et peut-être évoquer aussi un instant les souvenirs assez présents encore, mais assez joyeux, de la façon dont mon ordre a essayé de mettre au point cette procédure et surtout de l'écoute qu'a montré à cette époque le président Labetoul et le vice-président. Ce qui a fondamentalement bouleversé le référé, c'est l'oralité. Et d'ailleurs, le vice-président vous l'indiquait, c'est très important de relever que ces audiences de référé ne se tiennent jamais, pratiquement, dans la salle du contentieux. Dans la salle du contentieux, vous avez une estrade, beaucoup plus loin notre bar et derrière le justiciable. Pas du tout. Les audiences de référé se passent, en principe, presque toujours dans une salle qui s'appelle la salle Odan, et qui est une salle dont l'aménagement est très propice au dialogue. Vous avez une table triangulaire, le juge des référés se place à un bout de la table, les demandeurs sont d'un côté, les défendeurs sont de l'autre. Et c'est le juge des référés qui mène la danse, si je puis dire, mais tout commence à l'audience. Tout commence à l'audience. C'est à l'audience que le procès prend une nouvelle vie. Vous pouvez démontrer l'urgence à l'audience alors que votre requête écrite a été insuffisante. Donc, c'est vraiment l'audience qui est le temps fort du procès. Ici, les choses se passent de la façon suivante. Dans la loi de 2000, toujours pour cette mesure phare du référé-liberté, la procédure est dispensée du ministère d'avocat. Et c'est tout de suite posé la question de savoir comment, si le justiciable vient lui-même, comment le mettre en mesure de faire valoir son argumentation. C'était notamment difficile, et le président Labetoul l'avait tout de suite remarqué, pour les justiciables qui avaient
déposer eux-mêmes leur requête écrite, qui était donc un peu démunie et dont on peut imaginer que le fait de se retrouver dans une grande salle avec en face d'eux plusieurs personnes de l'administration rendait les choses compliquées. L'ordre a donc proposé de mettre sur pied tout de suite, à partir du début de l'année 2001, une permanence de chacun d'entre nous pour assurer, sur sa demande, l'assistance du justiciable lors de ses audiences de référé. Il y a donc un tableau entre tous les avocats au Conseil, et chacun d'entre nous, par huitaine ou par quinzaine, se tient à la disposition des justiciables qui nous téléphoneraient. Comment ça se passe pratiquement ? Le bureau des référés, lorsqu'il envoie l'avis d'audience, indique au justiciable que s'il souhaite être assisté par un avocat au Conseil, il faut qu'il téléphone à l'ordre, et à mon ordre, on lui donne le nom, le portable de l'avocat de permanence. Ensuite, si l'avocat de permanence est contacté, il a un entretien éventuel avec le justiciable et il vient défendre l'argumentation du justiciable à l'audience. Donc, pour moi, la réforme majeure, c'est cette oralité avec la précision que, dans tous les cas, qu'il perde ou qu'il gagne, le justiciable sort de cette audience apaisé, en ayant le sentiment et même la certitude d'avoir été entendu. Voilà, je crois qu'il faut que je m'arrête. Voilà, je vous remercie. Donc maintenant, je passe la parole à ma consoeur Valérie Brossier. La mise en œuvre des procédures de référé telles qu'elles ont été prévues par la loi du 30 juin 2000 a certainement répondu aux attentes des justiciables, mais également à celles des avocats qui ont toutefois dû transformer leur pratique, leur méthode de travail et surtout faire évoluer leur mission. En premier lieu, les procédures de référé-suspension sont synonymes pour l'avocat d'urgence. Alors d'urgence aussi bien en termes de conditions à démontrer, mais également d'urgence dans le traitement du dossier. Avant les procédures de référé, l'avocat avait le temps, avec le sursis à exécution. Il avait le temps de préparer sa requête, il avait le temps de défendre, et il avait également le temps d'attendre la décision, qui bien souvent venait en même temps que la décision au fond. Dorénavant, lorsque l'on est en demande, bien souvent, la requête doit être rédigée dans la précipitation, soit parce que les travaux, par exemple en urbanisme, ont commencé, ou encore que la requête doit être déposée préalablement à l'expiration du délai qui est fixé pour la cristallisation des moyens. Et si l'on veut éviter la procédure de tri, il faut absolument que cette requête rédigée dans l'urgence comporte quand même un certain nombre d'arguments percutants de droit et de fait pour susciter un examen approfondi de la part du juge administratif. De même, lorsque l'on est en défense, dès le départ, le juge des référés va fixer un calendrier de procédure qui comporte des délais restreints. Or, il arrive bien souvent que le client, qui n'est pas aguerri aux procédures de référé, reçoive la requête en référé, mais ne nous la transmette pas aussitôt, puisqu'il ne connaît pas l'urgence. Donc, en fait, il va y avoir un délai entre la réception de la requête en référé par le client et sa transmission à l'avocat. Et ce délai de transmission va forcément réduire notre temps de rédaction du mémoire en défense, d'autant plus que, bien souvent également, le client va tarder à nous transmettre les pièces qui vont être utiles à la défense de leur intérêt. Donc, en définitive, l'avocat va devoir s'adapter, enfin, tout du moins adapter sa méthode de travail à l'urgence et à l'instruction de ces procédures de référé, et il va devoir également, quelque part, préparer ses assistants, les membres de son cabinet, à repérer immédiatement les procédures de référé lorsqu'elles arrivent au cabinet et à les traiter en priorité. L'instruction rapide des procédures de référé amène aussi l'avocat à faire des choix dans l'urgence. Doit-il, par exemple, rédiger immédiatement à réception des écritures adverses un mémoire en réponse,
suffisamment étayé et qui doit être déposé suffisamment tôt avant l'audience pour que le juge ait tous les éléments au moment de l'audience pour statuer, ou au contraire, doit-il attendre cette audience de référé pour soulever un élément nouveau ou encore transmettre une pièce déterminante afin de mettre à mal la partie adverse. En tout état de cause, que l'on soit en demande ou en défense, il y a une certaine contradiction entre le manque de temps qui caractérise l'instruction de ces contentieux de référé et la nécessité pour l'avocat de réunir suffisamment d'arguments de droit et de fait pour assurer le succès de son dossier. Alors, on remarque aussi, fort heureusement, que la dématérialisation des procédures nous a permis de gagner un temps considérable dans le traitement du dossier, puisqu'on a tous connu cette période préalable à la dématérialisation, où on avait à courir au dernier moment auprès du greffe de la juridiction pour déposer nos écritures, de façon à ce qu'elles puissent être communiquées à la partie adverse et au juge avant l'audience, pour assurer le principe du contradictoire. En deuxième lieu, les procédures de référé ont également permis aux avocats d'établir un véritable dialogue avec le juge administratif, puisque l'audience de référé n'est pas un monologue. L'oralité de l'audience est un élément important du succès des procédures de référé qui va permettre de faire évoluer les positions, mais aussi de soulever des moyens nouveaux au cours de l'audience. Alors, l'avocat publiciste a dû faire évoluer ses pratiques, puisque devant le juge administratif et en audience collégiale, on était là pour écouter le sens des conclusions du rapporteur public, mais les plaidoiries étaient rares. Donc, il a fallu qu'on s'habitue à cette oralité au moment des audiences de référé. Et on remarque d'ailleurs désormais que pour les audiences collégiales, les avocats n'hésitent plus à plaider après le rapporteur public, et ça c'est dû aussi à l'oralité qui a été introduite au moment des procédures de référé. Mais l'oralité des débats amène aussi l'avocat à être beaucoup plus exigeant, à avoir un degré d'exigence beaucoup plus important sur ses connaissances juridiques et ses connaissances factuelles du dossier, puisque l'avocat va devoir répondre à un élément nouveau qui va pouvoir lui être soulevé au cours de l'audience de référé, mais il va devoir également répondre à une question précise du juge. Il faut donc qu'il s'adapte. On remarque aussi que lors des audiences de référé, la plupart du temps, les parties sont présentes à l'audience, puisque ces audiences leur permettent d'avoir un accès facile et rapide au juge. Le formalisme des audiences de référé étant beaucoup moindre que celui des audiences collégiales, le juge va avoir une plus grande écoute et une plus grande réactivité vis-à-vis des parties et de l'avocat. Bien souvent, le juge des référés nous demande de nous approcher de son bureau afin de se faire préciser sur plan, par exemple, des points sur lesquels il souhaite avoir des éclaircissements, ou il n'hésite pas non plus à nous poser des questions, même parfois sur des points qu'on voudrait bien éviter. En tout état de cause, la réactivité du juge des référés est d'autant plus flagrante qu'au cours de cette audience de référé, il peut y avoir de nombreux imprévus. Je faisais référence tout à l'heure aux moyens nouveaux. Le juge va devoir donc concilier à la fois la célérité des débats, mais aussi le respect du principe du contradictoire, et il ne va pas hésiter, pour certaines audiences, à la suspendre de façon à nous permettre de nous préparer dans notre réponse. Il ne va pas hésiter également à reporter l'audience de référé, ou encore, il ne va pas hésiter à reporter la clôture de l'instruction qui, en principe, se fait à la fin de l'audience de référé. Alors, l'oralité des débats, comme je le disais tout à l'heure, présente également des dangers, non seulement pour les parties, mais pour les avocats. Pour les parties, le danger, c'est principalement lorsqu'elles ne sont pas assistées d'un conseil, puisque dans ce cas-là, elles peuvent commettre des erreurs dans leurs propos qui vont être assez déterminantes sur le sort du dossier. J'ai comme exemple en tête une procédure de référé que je plaidais pour un marché public, et le gérant de la société était venu en personne, mais n'était pas assisté d'un conseil, et le président du tribunal administratif de Poitiers lui a posé une question qu'il fallait poser, c'était évident, mais le gérant a apporté tellement de précision et a apporté
des précisions qui étaient malheureusement catastrophiques pour le sort du dossier, puisque ce dossier, on l'a perdu. D'ailleurs, j'ai vu un petit sourire s'esquisser sur le visage de mon président, et je me suis dit, ça y est, le dossier est terminé. Donc voilà, donc l'oralité des débats, ça peut être aussi un danger pour les avocats également, puisque, encore une fois, on peut nous poser des questions que l'on ne souhaite, sur des points qu'on ne souhaite pas aborder. En troisième lieu, la procédure de référé exige également de l'avocat qu'il s'adapte aux décisions qui vont être rendues par le juge, puisque le juge peut à la fois suspendre, ordonner une mesure qui va être nécessaire à la sauvegarde d'une liberté ou une mesure utile, mais il peut également moduler les effets de la décision dans le temps ou encore ordonner des injonctions. Donc le devoir de conseil de l'avocat est renforcé non seulement sur les conséquences de la procédure de référé, mais également sur l'exécution des décisions du juge. Et cette adaptation aux décisions du juge des référés est d'autant plus importante depuis le 1er octobre 2018, date d'entrée en vigueur de l'article R612-5-2 du Code de justice administrative, qui impose, lorsque le référé suspension a été rejeté sur la base de l'absence d'un moyen propre à créer le doute sur la légalité de la décision, donc qui impose dans le délai d'1 mois au requérant, lorsqu'il ne fait pas un pourvoi, de confirmer sa requête en annulation ou en réformation, puisqu'à défaut, il est censé se désister de la procédure. De même, le rôle de l'avocat est important sur la question de savoir, une fois la décision rendue, ce qu'il faut faire. Faut-il former un pourvoi devant le Conseil d'État ou faut-il mettre en œuvre l'article L521-4 du Code de justice administrative qui permet de ressaisir à tout moment le juge des référés sur la base d'un élément nouveau afin qu'il mette fin à la première mesure qu'il a ordonnée ou qu'il la modifie. À partir du moment où l'élément nouveau est un élément aussi bien juridique que factuel, et cet élément peut être aussi un élément qui existait au moment de la première décision du juge des référés, on pourrait penser que l'article L521-4 est une alternative plus qu'acceptable au pourvoi devant le Conseil d'État. Mais on remarque aussi dans la pratique que cet article est très rarement mis en œuvre, et à mon sens pour 2 raisons, soit parce qu'il est parfaitement méconnu de la part des avocats, ce qui est quand même malheureux, soit, deuxième solution, c'est aussi que lorsque l'on propose cette procédure au client, le client ne souhaite pas retourner devant le juge qui a déjà connu de son dossier. Pour finir, au début de mon propos, j'ai souligné que les procédures de référé étaient source d'urgence pour l'avocat, mais je trouve que désormais cette urgence est à relativiser par la mise en œuvre d'un mode alternatif des règlements des conflits récents qu'est la médiation. De plus en plus fréquemment, après l'enregistrement d'une requête en référé, il arrive bien souvent que le juge des référés nous propose, à nous parties, l'organisation d'une mesure de médiation qui va avoir pour effet de suspendre la procédure de référé tout le temps de la médiation, c'est-à-dire pour 3 mois renouvelables. J'ai 2 exemples de médiation ordonnée en matière de procédure de référé. Le premier concerne un référé mesure utile. Alors, il s'agissait d'un établissement public de coopération intercommunale qui avait demandé au juge d'expulser de son domaine public une association devenue occupante sans titre ni droit du domaine du fait de la résiliation de la convention. Et l'établissement public voulait créer une pépinière d'entreprise. La requête avait été formulée en avril 2019 pour des travaux de démolition qui devaient se produire début octobre 2019. Le juge des référés nous a proposé la médiation que nous avons acceptée et malheureusement la médiation n'a pas pu aboutir et donc la procédure de référé a repris son cours. Deuxième exemple, en matière cette fois-ci d'urbanisme, les travaux n'avaient pas commencé et il s'agissait de particuliers qui attaquaient bien évidemment le permis de construire délivré sur le terrain voisin de chez eux et qui avaient introduit une procédure de référé suspension. La requête datait de juillet 2019. La médiation a été ordonnée en août 2019. Durant les 3 mois de cette médiation, nous sommes arrivés à signer un accord de médiation et depuis, le juge des référés est dans l'attente de la levée des conditions
contenues dans l'accord de médiation afin de pouvoir constater par la suite le désistement des requérants. Donc, on remarque que l'organisation de la médiation permet ainsi à l'initiative du juge des référés, qui a ici un rôle d'animation, un rapprochement rapide des parties et peut aboutir à une résolution amiable des litiges. Aujourd'hui, nous n'avons que peu de recul sur la mise en œuvre de ces médiations dans les procédures de référé-suspension et référé-mesure utile, mais à mon sens, cette médiation ne peut être proposée que lorsque la requête est introduite suffisamment tôt, puisqu'à défaut, le temps de la médiation peut me paraître incompatible avec l'urgence liée aux procédures de référé. Merci beaucoup. Nous allons maintenant écouter Madame Pascale L'Église. Merci, Monsieur le Président. La question qui était posée est qu'est-ce qui a changé dans les pratiques de l'administration avec l'intervention du référé. Alors, quand je réfléchis à ces changements, j'en vois deux principaux qui concernent deux procédures qui ont véritablement modifié les pratiques de l'administration. C'est d'abord le référé précontractuel, sur lequel je ne m'étendrai pas, mais qu'il faut quand même saluer par le pragmatisme de cette procédure et le pragmatisme de son application par le juge au travers de la jurisprudence Mirjom, qui a permis véritablement de changer la vie de moult fonctionnaires en charge de la passation des marchés, qui sont passés d'un contentieux de type tir au pigeon, où chaque irrégularité pouvait faire annuler un marché, voire un marché essentiel pour la continuité du fonctionnement du service public, à une application plus pragmatique et plus mesurée, avec une censure des irrégularités substantielles et un replacement de l'administration au moment même de l'irrégularité, et avec toujours la prise en compte de l'intérêt général qui permet également, y compris lorsque la procédure est irrégulière, de la maintenir au nom de l'intérêt général et de la continuité du service public. Ça, c'est une vraie innovation dont on n'a pas encore parlé, sur laquelle je ne m'étendrai pas parce que il est un peu périphérique par rapport aux autres référés plus emblématiques dont on parle aujourd'hui, mais qui a vraiment changé les pratiques. Alors, je pourrais aussi parler du référé mesure utile, qui, non, maître, ne nous casse pas les pieds, mais qu'on utilise nous aussi grandement, puisque chaque fois qu'on ne peut pas faire application de la jurisprudence préfet de l'Eure et que nous sommes obligés d'aller, nous également, administration, chercher le juge pour demander l'autorisation de prendre une décision. Alors, parmi les plus emblématiques, celle d'évacuer un campement, d'évacuer une installation illicite, d'évacuer un bâtiment public occupé au nom de la continuité du service public ou des troubles à l'ordre public causés par cette installation. Donc c'est un référé que nous utilisons, qui est bien nommé, je trouve, référé mesure utile, et auquel nous adhérons volontiers. Mais évidemment, le référé qui a véritablement changé la vie de l'administration, et encore plus du ministère de l'Intérieur, c'est le référé liberté, auquel le ministère de l'Intérieur est indéfectiblement lié, puisque, comme chacun sait, le ministère de l'Intérieur a, dans ses modalités d'action, les mesures de police administrative dont l'essence même est de porter atteinte à la liberté. On n'espère pas de manière grave et manifestement illégale, mais en tout état de cause, de porter atteinte à des libertés fondamentales. Et c'est une confrontation quotidienne qui doit s'exercer. Quand je dis quotidienne, ce n'est pas un euphémisme, entre les décisions que l'administration, le ministère de l'Intérieur prend, les préfets prennent au quotidien, et sa confrontation dans le cercle très particulier du référé liberté avec les atteintes graves et manifestement illégales. Alors, si l'on réfléchit aux traits déterminants pour l'administration et pour le ministère de l'Intérieur que j'ai l'honneur de représenter, je pense que le référé liberté, ces deux traits majeurs sont le contentieux de l'actualité et de l'immédiateté. Le domaine des libertés fondamentales, on le sait, touche à l'essentiel de la vie en société,
et avec un catalogue de libertés fondamentales dégagées par le juge qui ne cesse d'augmenter. Et encore plus que dans d'autres domaines, le référé liberté prend tout son sens, je l'ai dit, s'agissant des mesures de police, qui, au nom des préventions des atteintes à l'ordre public, entendu comme la salubrité, la tranquillité, la sécurité publique, mais aussi la dignité, ce qui constitue un vaste programme, finalement, encadre et donc porte atteinte à ces libertés. Ce qui explique que le ministère de l'Intérieur soit un client privilégié du référé liberté, et ce ne sont pas moins de 300 référés liberté que nous recevons au seul ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire pour les décisions prises par le ministre et en appel des décisions prises par les préfets, que nous devons traiter tous les ans, avec des pics, évidemment, vous l'aurez compris, au moment de l'état d'urgence, puisque là, nous sommes arrivés parfois à 400 référés par an. Alors, pour l'administration que nous sommes, ça se traduit par bien souvent une information à la radio le matin, une décision prise dans la journée par le ministère de l'Intérieur et une audience, dans le meilleur des cas, le lendemain, parfois le soir même ou le jour même, lorsque la décision porte sur une interdiction de manifestation, une interdiction de spectacle, ou des décisions qui vont intervenir incessamment sous peu. Et on a tous en tête, effectivement, les grandes décisions. Quand j'ai préparé cette intervention, j'ai regardé un peu les grandes décisions qui avaient été prises en matière de référé liberté au ministère de l'Intérieur dans les années précédentes. Et on a tous en tête, bon, évidemment, le référé sur l'interdiction du spectacle de Dieudonné, qui a démultiplié la célérité du juge des référés liberté, puisqu'il a statué le matin à Nantes et l'après-midi au Conseil d'État, mais aussi l'interdiction du port du burkini sur les plages, les interdictions de manifestation, les interdictions de déplacement de supporters, les dissolutions d'associations, l'usage du LBD et de la GLIF 4 dans les opérations de maintien de l'ordre, les réquisitions d'agents grévistes dans les raffineries pétrolières au nom ou de producteurs de sel de déneigement ou de fabricants de granulés pour éviter la mort prématurée d'élevage de poulets en cessation de paiement, mais également la délivrance d'une CNI à des enfants nés sous GPA, et sans compter les innombrables contentieux de l'état d'urgence et aujourd'hui d'application des mesures de prévention du terrorisme. Le développement de toutes ces affaires médiatiquement très connotées explique une transformation des pratiques essentielles de l'administration qui, il y a 20 ans, quand j'allais représenter les administrations pour lesquelles je travaillais, je me levais, je disais, Monsieur le Président, je m'en rapporte à mes conclusions écrites, et puis voilà. Et aujourd'hui, ce sont des vraies plaidoiries que nous devons dispenser, et ça induit évidemment un changement de pratique, notamment pour les administrations qui, comme le ministère de l'Intérieur, choisissent de ne pas être représentées par un avocat. Donc c'est un nouveau métier que doivent s'approprier les fonctionnaires qui viennent plaider, avec un talent parfois inégal. Voilà. Donc, mais une fois que j'ai dit ça, je pense que le référé liberté constitue un remarquable outil, tant pour le justiciable que pour l'administration. Je crois qu'il y a 3 maîtres mots qu'il faut saluer et que l'administration que je représente salue tous les jours. C'est d'abord la rapidité de ce référé liberté qui permet, alors pour le justiciable d'obtenir une décision, mais pour l'administration de légitimer rapidement les décisions qu'elle prend. On sait que ces décisions font l'objet sur les réseaux sociaux, dans les médias, à la radio, de polémiques. Et donc, le ministère de l'Intérieur trouve assez
séduisant, assez pratique, assez utile que le juge du référé liberté vienne siffler la fin des débats assez rapidement et puisse légitimer, ou pas d'ailleurs, l'action de l'administration, et qu'ensuite on ne soit plus dans ces polémiques sur est-ce qu'il peut pas. Je me souviens des polémiques qu'il y a eu sur l'interdiction du spectacle de Dieudonné, où pendant 3 semaines, une fois que le ministre de l'Intérieur avait annoncé son intention d'interdire, il y a eu peut-être 2 semaines de débat sur il peut pas, il va pas pouvoir, et finalement on préfère que le débat contentieux ait lieu dans les prétoires plutôt qu'à la radio. Donc plus tôt le débat a lieu dans les prétoires, mieux c'est pour et le justiciable et pour l'administration. Alors, bon, cette rapidité, elle a ses limites. Effectivement, nous sommes à l'origine de la saisine nocturne du Conseil d'État pour faire trancher une interdiction de manifestation en appel. Et fort justement, et je n'avais pas de doute là-dessus, le Conseil d'État a considéré que bon, ça ne justifiait certainement pas une audience à 8 heures du matin pour une manifestation qui avait lieu à 11 heures. Donc, mais la rapidité, je pense que même pour l'administration, c'est quelque chose qui est très apprécié parce que ça permet d'être fixé rapidement sur la légitimité de la pratique. Le deuxième atout que nous voyons à ce référé liberté, c'est son pragmatisme. Alors, le pragmatisme du juge du référé liberté, il faut le saluer. Je crois que c'est presque du Danton avant l'heure, hein, puisque seules sont opérantes devant le juge du référé liberté les irrégularités qui portent effectivement une atteinte manifestement grave et à une liberté, et donc sont écartées comme inopérants les irrégularités tirées de l'incompétence, du défaut de motivation, du défaut de procédure, dont le juge considère qu'elles ne portent pas directement atteinte à la liberté en cause. Donc c'est vraiment un contentieux de l'essentiel, un contentieux de l'utile et du pragmatique, et non pas, on ne risque pas je parle du côté de l'administration, évidemment, le justiciable sera certainement d'un autre avis, de voir sa décision invalidée alors qu'elle est prise au nom de l'ordre public, invalidée pour des questions d'incompétence ou d'irrégularité de forme. Et son troisième caractéristique, c'est son efficacité. Le juge s'est donné les moyens de statuer rapidement, y compris en extrême urgence, sans renoncer à une instruction certes orale, mais très approfondie, et qui n'affaiblit pas le contradictoire et les droits de la défense. Et ça, c'est quelque chose qui existait auparavant et qui s'est certainement accentué avec l'état d'urgence, sous l'état d'urgence, avec la nécessité pour le juge, en tout cas c'est comme ça que nous, administration, on l'a senti, de devoir donner des gages de ce qu'il était, lui, juge administratif, aussi gardien des libertés. On se souvient des débats qu'il y a eu au moment de la mise en œuvre de l'état d'urgence, où les juges judiciaires venaient nous expliquer par paquet que non, ça c'était un débat qui devait relever, un contentieux qui devait naturellement relever du juge des libertés, qui est naturellement le juge judiciaire et pas le juge administratif. Sauf que le juge judiciaire est juge de la liberté individuelle et pas de toutes les autres libertés, et que je pense que le juge administratif n'a pas démérité et a démontré, à travers son office complet et très approfondi, qu'il était capable de juger rapidement, et certainement parfois plus rapidement que le juge judiciaire, et de manière complète sur l'étendue des libertés qu'il a apprécié. Alors, ça s'est traduit par un délai d'audiencement très rapide, certainement parfois plus rapide que les requérants n'ont mis de temps à saisir le juge, sur des situations qui étaient parfois consolidées depuis quelques semaines, voire quelques mois, mais dès lors que le juge avait été saisi, parfois l'audiencement était de 24 heures, à partir de l'enregistrement de la requête, un débat contradictoire écrit, mais aussi oral très riche, avec des audiences qui pouvaient durer, qui ont pu durer, et qui durent encore sur des mesures de prévention du terrorisme, parfois 1 heure, voire 2 heures, avec des discussions pied à pied sur chaque
motifs de l'arrêté. La possibilité de faire juger en formation collégiale, selon l'article LS 511.2, les affaires les plus emblématiques. Je me souviens d'affaires sur l'abrogation de l'état d'urgence, les premières applications de la loi SILT, où ces affaires ont été renvoyées en jugeant à trois magistrats pour éclairer. Et un office de plein contentieux qui permet également, jusqu'au jour de l'audience, de prendre des éléments postérieurs à la décision, ce qui n'est pas négligeable dans des affaires où finalement l'instruction et la défense par les parties est rapide, et donc parfois on a des éléments qui arrivent postérieurement à la production du mémoire. Donc tous ces atouts, la célérité des jugements, l'oralité des débats, l'étendue de l'office du juge, font que c'est un outil qui n'est pas craint de l'administration, mais au contraire qui est très apprécié et qui permet de faire œuvre pour l'administration de pédagogie dans des décisions qui parfois, dont le juge ne perçoit pas parfois tous les enjeux à la simple lecture de la décision ou d'un mémoire en défense. Et ça explique certainement que la polémique qui était née au début de l'état d'urgence sur la légitimité du juge administratif à statuer sur ces décisions se soit tarie, et que je me souviens que quand on a inventé le nouveau référé liberté sur l'autorisation d'exploitation des données suite aux perquisitions administratives de l'état d'urgence, il n'y a pas eu, et pourtant c'était des perquisitions, et pourtant c'était l'atteinte au droit à la violabilité du domicile, au droit de propriété, il n'y a pas eu ce même débat sur est-ce que le juge est légitime ou pas, parce que le juge avait donné des gages, nous semble-t-il, de la qualité de son office. Alors, en conclusion, ce succès quand même a un prix, je crois qu'il faut quand même le soulever. Bon, une contrepartie qui est très exigeante pour le défendeur, une oralité qui impose à l'administration de venir défendre ses décisions, alors qu'auparavant l'instruction écrite pouvait l'en dispenser. Un office du juge très large. Alors on a salué l'office du juge, nous côté administration, on n'a pas toujours ce même ressenti sur le juge qui parfois fait œuvre d'administration, dont l'office est tellement large qu'il en vient à nous prescrire le nombre de robinets ou de douches qu'il va falloir installer, et même où on va devoir les installer lorsqu'il s'agit d'évacuation d'un campement ou d'amélioration des conditions d'un campement. Et puis, surtout ce qui nous pose problème, alors ça a été salué, ça nous pose problème, c'est le déplacement du contentieux au niveau du référé, dans les prétoires du référé, avec des solutions qui finalement ne sont jugées qu'au stade du référé, que par un juge du référé, et avec des décisions qui sont fichées, mais qui sont fichées alors qu'elles ne résultent que d'un juge de référé, avec toute la révérence que j'ai pour le juge du référé, et qui ne verront jamais de consécration parce que le débat ne sera jamais porté sur des contentieux de fond, alors que on sait bien le rôle fondateur de la jurisprudence pour la juridiction administrative et pour le travail de l'administration. Voilà. Et la dernière critique, mais ça, elle a été soulevée par le président Lasserre, c'est le risque d'instrumentalisation du juge du référé. On le voit dans le contentieux des étrangers, où les procédures de référé sont très souvent dilatoires. Voilà. Merci beaucoup. Je me tourne vers la présidente de la section du rapport et des études. Est-ce qu'on a un petit moment pour des questions, ou est-ce qu'on enchaîne sur la seconde table ronde? Quelques questions, d'accord. Alors, quelques questions. Je pose la première question, je lance les questions, en me tournant vers Valérie Brossier, qui a évoqué le caractère très vivant des audiences de référé devant les juridictions du fond. Pour plaider de temps en temps, moi aussi, devant les juridictions du fond, j'ai pu constater que c'était très hétérogène, et que devant certaines juridictions du fond,
en réalité, les audiences de référé étaient assez peu interactives. Le juge des référés donnait la parole aux demandeurs et aux défendeurs, mais ne posait aucune question. Est-ce que vous avez la même expérience ou est-ce que c'est toujours interactif ? Alors, il y a des dossiers qui ne se prêtent pas non plus au débat. Il y a des dossiers qui sont très simples, où le juge a déjà son idée sur le dossier, sur la décision qu'il va plus ou moins rendre, et les plaidoiries ne changent rien dans ce cas-là. Mais il y a des dossiers aussi qui appellent des questions et des précisions, et c'est pour ça que souvent on a un véritable débat avec le juge des référés, même en avocat, juge et partie juge, puisque le juge interroge souvent les parties, même lorsque l'avocat est présent. C'est ça l'intérêt aussi. Alors, ça a son intérêt, et encore une fois, c'est risque. Il faut bien préparer son client. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Madame Berjal. Oui, merci. Plus qu'une question, je voudrais faire quelques observations abondantes, mais aussi complétant peut-être ce qui a été dit sur l'intervention de Madame L'Église s'agissant des conséquences pour l'administration de l'introduction de la procédure de référé. Je voudrais souligner que ça a complètement changé les rapports au sein d'un ministère entre les directions juridiques et les cabinets ministériels et les autres services. Car la décision illégale prise par le ministre, lorsqu'on lui disait il y a 10 ans c'est illégal, il pouvait vous dire c'est pas grave, ça sera annulé dans 2 ans, je ne serai plus là. Je résume, mais c'est bien ce qu'ils avaient en tête. Maintenant, prendre une décision illégale, que ce soit sur le tarif du gaz, de l'électricité, etc., la menace, elle est immédiate, elle est dans 15 jours, elle est dans 1 mois, il va se faire désavouer. Donc l'écoute, le rôle des directions juridiques a complètement été modifié par cette procédure et c'est très important. Deuxième observation, alors en tant que juge des référés, mon expérience des juges des référés, d'abord je soulignerai l'importance de la permanence de l'ordre des avocats qui a été exposée tout à l'heure. Pour l'avoir vu fonctionner, je trouve qu'elle fonctionne de manière remarquable. Et je tiens vraiment à le souligner ici, à plusieurs reprises, il m'est arrivé lors de l'audience de voir un dossier dont je sais pertinemment que l'avocat en face de moi le connaît depuis 24 heures, qu'il l'a complètement assimilé et qu'il est capable de donner un tout autre aspect que celui qu'avait le requérant, avait donné maladroitement le requérant en première instance, et sauver le dossier. Enfin, troisième point, je voudrais souligner 2 choses dans le rôle du juge des référés qui, pour moi, ont été très importants. D'abord, le rôle de médiateur que joue le juge des référés. Quand je dis médiateur, conciliateur, etc., alors, il n'est pas visible parce que généralement, tout ceci se termine par un non-lieu. C'est-à-dire que durant l'audience, on va jouer un rôle un petit peu, j'ose le mot, d'équité. C'est-à-dire, on se dit, bon, l'administration, elle a raison pour des motifs de forme, pour des motifs de délai, etc., mais sur le fond, elle a tort. Sur le fond, ce n'est pas la bonne décision. Donc, on en discute en audience, l'administration comprend bien les messages subliminaux qu'on lui lance, et puis on dit, bon, écoutez, je repousse la clôture, je vous donne 48 heures pour réfléchir. Mais on pourrait imaginer ceci. Et dans les 48 heures, l'acte est pris, l'affaire est redressée, l'affaire est réglée, et on n'a plus qu'à constater le non-lieu. Alors, on constate le non-lieu alors que ça aurait été un rejet s'il avait vraiment fallu statuer. Et ça, ce rôle, je crois que tous les juges des référés, que ce soit en première instance ou au Conseil d'État, l'ont joué. Alors c'est très discret, je vous dis, parce que ça se termine par un non-lieu et qu'on ne voit rien et qu'on n'en parle plus. Enfin, le dernier point qui me semble très important, c'est de parler de la solitude du juge du référé. Le juge administratif, lui, il vit dans un univers de collégialité. Nous nous en prévalons d'ailleurs au regard du juge judiciaire. Mais de plus en plus, nous travaillons comme lui. Et la solitude du juge du référé, elle peut être extrêmement, extrêmement grande. Nous avons un délai très bref pour trancher parfois des affaires de droit qui sont pas forcément très simples. Alors certes, on peut se tourner vers les collègues, mais ils n'ont pas vraiment le dossier en main, ils n'ont pas forcément le temps de nous écouter, ils ont eux-mêmes leur propre dossier. Et alors, l'acmé est atteinte quand la question qui vous est posée est absolument fondamentale. Et je pense avec émotion à une affaire sur laquelle j'étais juge d'appel des référés. C'était pendant l'affaire Lambert, un des épisodes de l'affaire Lambert, on m'apprend le matin que le juge des référés du tribunal administratif de Paris, moi je suis juge d'appel de permanence samedi-dimanche, donc vendredi matin, le tribunal administratif de Paris nous signale qu'une famille vient de déposer un recours contre la décision dans un hôpital de l'assistance publique des hôpitaux de Paris d'arrêter la dialyse d'une personne mourante, en disant je ne vais pas dialyser quelqu'un qui mourrait pour autre chose que des problèmes rénaux. Et la famille très religieuse ne voulait pas qu'on arrête le traitement.
elle fait un recours en référé liberté le vendredi matin au Théâtre Paris. On me prévient on me prévient aussi que si le Théâtre Paris rejette le recours, c'est moi qui vais juger. Eh bien, moi et la greffière, nous avons attendu jusqu'à minuit le vendredi, et nous nous sommes dit ouf quand le juge du référé du Théâtre Paris a ordonné la reprise de la dialyse, ce qui fut fait. Mais c'est à la suite de tels incidents qu'on a voté la loi de 2016 permettant le renvoi à 3 juges. Mais alors, cette solitude du juge du référé, elle se traduit aussi par son extrême personnalisation. Autre aspect, c'est-à-dire que le juge des référés, vous avez dit tout à l'heure, madame, qui est mon juge, mais il va avoir un nom. On va le repérer. On va le repérer et certains d'entre nous s'y sont trouvés confrontés à être pris ensuite personnellement à partie par les parties perdantes, dans des conditions compliquées. Donc la question de savoir, notamment, ça renvoie à un autre débat, s'il faut, en open data, mettre le nom des juges sur les jugements en les mettant sur Internet, et pour le juge des référés, une question centrale. Voilà, c'était les observations que je souhaitais faire en complément.